Merci de votre présence. Je vais procéder à l'appel. Jean-Marc Bertou, Suzanne Auguet, Pascal Vignon, Colette Darfal de Napouvert, Nathalie Lyons, Cédric Chalon, Daniel Largent, Michel Longère, Alain Dupuis, Mario Tiguerin de Napouvert, Daniel Largent, Jacques Girard, Jacques Berthet, Alain Cotin, Michel Mercier m'a donné un pouvoir, Nathalie Lyons, Patrick Corral a donné un pouvoir à Pascal Vignon, Marion Rochard, Patricia Blanduy, Guillaume Boudin, Marie-Adine Vallet, Nicole Demise, Olivier Arda de Napouvert, Jean-Marc Bertou, Elisabeth Tonial, Joël Girardet, Marius Chavani, Jérôme Tournier, Anne Rimbaud, Pascal Gauchon et Mohamed Adjab. Merci beaucoup. On va désigner un secrétaire de séance. Je suppose qu'il y a un volontaire, oui, volontaire. Marie-Adine. Merci beaucoup. Sur le compte-rendu de la séance du 5 février que vous avez dû recevoir en même temps que les communications, est-ce qu'il y a des remarques, des questions particulières? Oui, bravo. Oui, alors j'ai une petite remarque sur les propos que j'ai pu tenir et qui ont été un peu raccourcis. Ouais. Sur quel sujet? En parlant des mineurs isolés. Ouais. Donc j'avais effectivement évoqué le fait que ces jeunes avaient envie de faire de la musculation et c'est traduit par et que le conseil départemental, donc on a les ressources dans la commune, on trouve les bonnes volontés pour faire la musculation et donc le problème était que le conseil départemental n'a pas d'assurance. Donc c'est raccourci par ils veulent faire de la musculation et le conseil départemental ne répond pas à cette attente. Je sais pertinemment que ce n'est pas le rôle du conseil départemental de fournir ça. Et le conseil départemental n'offre pas l'assurance nécessaire pour que l'activité soit mise en place. Oui. Vous avez noté. On les intègre au compte-rendu, si tout le monde en est d'accord, et en intégrant les remarques de Mme Rimbaud, qui est d'avis d'adopter ce compte-rendu. Je vous remercie. Alors, avant d'attaquer l'ordre du jour qui était prévu, je voulais vous proposer d'examiner un rapport complémentaire. Pourquoi il n'est pas arrivé avant? Parce que c'est un rapport qui concerne une convention qu'on doit passer avec l'ACOR dans le cadre de l'opération qu'on mène avec elle sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics. Les informations sont arrivées par l'ACOR la semaine dernière et ils nous demandent de délibérer avant la fin du mois de juin. C'est pour ça que, si vous en êtes d'accord, on va examiner ce rapport immédiatement. Qui s'oppose à ce qu'on rajoute ce rapport à l'ordre du jour? Qui est pour? Merci. Donc, comme je vous disais, ça concerne une convention entre la commune et l'ACOR. Vous savez que l'ACOR mène actuellement une opération sur la mise en place de photovoltaïques sur les bâtiments publics. Donc, l'ACOR a travaillé avec l'ensemble des communes pour faire déjà une étude pour repérer des bâtiments qui seraient susceptibles d'accueillir des panneaux photovoltaïques. Pour la commune de Thizy-les-Bourgs, il y a eu 2 bâtiments qui ont été examinés. Il n'y en a qu'un seul où il s'est avéré que l'opération était viable. C'est la salle Jean Goudier à Bourg-de-Thizy. Donc c'est l'ACOR qui va effectuer l'investissement et qui va ensuite exploiter les panneaux photovoltaïques. Donc il convient de signer avec une convention d'occupation du domaine public. Donc cette convention, elle prévoit d'autoriser l'ACOR à occuper le domaine public pour une durée de 25 ans. En contrepartie, la commune recevra une redevance de 1 € par mètre carré et par an pour chacun des panneaux qui seront installés. Comme je vous l'ai dit, l'investissement et l'exploitation seront assurés par l'ACOR. Et voilà, grosso modo, ce que dit cette convention. Alors après, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait au bout de 25 ans. Soit la commune récupère l'équipement, soit ceux qui seront là, que ce soit la commune ou l'ACOR, pourront éventuellement refaire une convention du même type. Sachant que maintenant, les panneaux, ils sont encore au point de 25 ans. Maintenant, ils estiment entre 30 et 50 ans la durée de vie d'un panneau photovoltaïque. Donc voilà, en principe, c'est une durée de 25 ans pour le conventionnement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais juste savoir comment vous avez défini ce loyer de 1 € par mètre carré par an.
J'en ai aucune idée. C'est un accord en fait entre les communes et l'accord. C'est surtout en fait que entre les collectivités on peut imposer un loyer trop important pour l'accord. Déjà que c'est eux qui financent l'investissement et l'exploitation, voilà, c'est juste parce qu'il faut qu'il y ait un montant de loyer obligatoirement. Après le montant, voilà, c'est l'euro symbolique, quoi, par mètre carré. Ouais. Sur les... s'il y a des dégâts au panneau, qui les assure? C'est l'accord. Tout ce qui est exploitation, investissement et fonctionnement, c'est tout l'accord qui va traiter. Et c'est eux qui auront aussi l'électricité après au tarif négocié par l'État, avec l'État. Mais c'est tout l'accord, on n'a pas intervenir sur l'équipement. L'équipement appartient à l'accord et l'accord du Versailles pendant toute la durée de la convention. Quelle surface vous avez? Non, l'étude va arriver là dans les semaines, mois qui viennent. Et a priori, ça sera le seul équipement communal qui sera Sur Tizi-les-Bains, oui. Mais je me rappelle aussi que quand on met des opérations d'investissement, on regarde toujours si on peut installer des panneaux soit solaires, soit photovoltaïques, ce qui sera le cas notamment pour la résidence senior. Mais la convention avec l'accord concernera que ce bâtiment. On avait exploré également la salle chez vous, mais ça s'est avéré que l'opération était pas viable en fait. Et le gymnase, les trois équipements qu'on peut expertiser. Donc les études économiques nous ont dit que voilà, pour les deux autres bâtiments, c'était pas Économique et structurelle également. La charpente ne permettait pas de supporter la chaleur. notamment pour le gymnase du Bouy et pour le type. D'autres questions? Oui. Petit aparté concernant la prise du monument blanc, elle est en séance ou pas? Je ne crois plus, parce que ça devait arriver le mai-juin, donc... c'est ça. On a regardé le marqué, on a appuyé dessus, ça s'allume rouge. Je vous rappelle que pour l'instant, l'électricité fournie est gratuite. On verra dans les années qui viennent si ça prend une ampleur phénoménale, mais pour l'instant, l'accès est gratuit pour tous ceux qui souhaitent recharger leur véhicule électrique. D'autres questions? Oui. C'est pas une question, c'est juste une remarque. C'est positif, ça va dans le sens. Excusez-moi, ça va dans le sens de l'écologie. Ce qui serait bien, c'est que la commune pousse l'accord à faire un agenda 21 maintenant sur son territoire, comme on en a déjà parlé ici, et au sein de la communauté de communes aussi. On fera la suggestion, sans problème. Je le ferai aussi. Le temps qu'on a l'expérience ici à Tizi-les-Bains dans les agendas 21, donc il n'y a pas de problème. Mais je tiens quand même à rappeler que l'accord a une politique très dynamique et volontariste sur le plan des énergies renouvelables. Ce qui n'est pas le cas de tous les territoires, mais on peut en suggérer en effet. Ça m'empêche de faire. Je vais mettre au voie le rapport, qui est l'avis de l'adopter. Je vous remercie. Alors, on va passer à l'exercice sportif de la soirée sur le tirage du jury d'assises. Donc, comme tous les ans, pour l'année prochaine, il faut que la commune tire au sort 15 personnes qui figurent sur sa liste électorale. Je vais prendre la même sens de la Nauguet pour faire le tirage. Madame Nauguet, vous tirez une page, une ligne, 15 fois dessus. Page 265, ligne 7. 7. Monsieur Thierry Martinez, 33 rue Victor Clément à Tizi. Il est né en 1965. Page 363. Ligne 5. Monsieur Khaled Seguir, 60 rue de la République à Bourg-de-Tizi. Il est né en 1990. Page 102. Ligne 6. Monsieur Pierre Chusville, 12 rue de l'Hospice à Tizi, qui est né en 1988. Page 109.
1996. Page 362. Ligne 5. Monsieur Roman Schoenberg, 14 rue de la Grêle, à Vaux-de-Thizy, né en 1966. Deux 238. Ligne 5. Monsieur Joël Lalias. Alors, Ah, c'est comme ça. il a été changé Le tirage, il sort là. Joël Lalias, 26 ans d'État à Tizi, né en 1968. Bonne année. Page 110. Isabelle Davos, née Coste, Farja Nardeur, née en 1965. La ligne 5. Chantal Boisset, née Tatier, 14 place Aristide Briand à Tizy, née en 1944. Madame Élodie Vernet, 34 rue Gambetta à Tizy, née en 1986. Ligne 7. Amélie Couturier des Dompio, 2 classes de la République à Vaux-de-Thizy, née en 1987. Page 53. Ligne 7. Ligne 7, monsieur Jean-Claude Bournet, 40 rue Jean-Baptiste Fournier à Tizy, né en 1946. 253. Ligne 3. Ah, c'est un monsieur qui a été radié. Il faut retirer le... 211. 211. Ligne 9. Ligne 9. Cécile Guillon, 20 rue du Château à Tizy, né en 1968. Il en reste là. 217. 217. Ligne 3. Priscilla Herter, 17 rue Jean-Bert à Tizy, né en 1990. C'est le dernier là. Ligne 9. Jacqueline Perret, 16 rue Alexandre Chapin à Vaux-de-Thizy, né en 1945. Le dernier. Et 237. Ligne 8. Ligne 8. Mohamed Lagnesh, qui a été radié. Et ligne 10. 10. Inès Schoenberg, née Humbert, 14 rue de la Grêle, née en 1967.
avril. Donc on va transmettre tout ça à la Cour d'assises, qui se réunira en commission pour effectuer un second tirage au sort. On n'est pas censé se occuper ni de l'âge, ni de la situation des personnes. On dit qu'on sort. Allez, on va passer à la suite. Alors, le premier rapport concerne le rapport de la Chambre régionale des comptes. Comme vous le savez, la commune a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes dans le courant de l'année dernière. Donc la Chambre régionale nous a fait passer en fin d'année un rapport provisoire sur lequel on a pu se prononcer et apporter des réponses. Et on a reçu dans le courant du mois d'avril, il faudrait faire dans ça, dans le courant du mois de mai, le rapport définitif. Et je veux vous en porter communication, donc vous l'avez tous reçu dans vos pochettes. Deux points au niveau du contrôle de la Chambre régionale des comptes. Donc le contrôle des comptes de la gestion de la commune depuis 2013 et jusqu'à 2016. Donc ils examinent toutes les pièces financières et comptables sur la période, c'est-à-dire tous les documents budgétaires, tous les mandats, tous les titres, toutes les conventions qu'on a pu signer, également tout ce qui est dossier de marché public. Donc dans les premières analyses, la régularité des procédures et la fiabilité des comptes de la commune. Ça c'est le premier point. Et le second point, il concerne l'exercice des compétences scolaires et périscolaires, car dans le cadre d'une étude nationale menée par la Cour des comptes, l'ensemble des contrôles qui sont faits à cette période-là étaient concernés par les compétences scolaires et périscolaires, afin que la Cour des comptes au niveau national puisse mener une étude un peu statistique sur la gestion des communes. Pour faire une synthèse du document, quels ont été les points positifs qui ont été relevés par la Chambre régionale des comptes. Le premier point qui ressort, c'est que la commune a su tirer profit de son statut de commune nouvelle depuis 2013, grâce notamment à la mutualisation des moyens. Ça lui a aussi permis de maintenir l'ensemble des services publics. Je vous rappelle que conformément à la charte de la commune nouvelle, toutes les écoles ont été maintenues dans les villages. Notre statut nous a aussi permis, parce qu'on était commune nouvelle et parce qu'on avait les moyens de le faire, de conserver la carte postale de Mardor et celle de Bourg-de-Tizy, ce qui est important également. La Chambre des comptes nous dit également que les entités des communes fondatrices de la commune nouvelle ont été préservées, en lien avec ce que je viens de dire. Sur le plan financier, ils ont relevé que les incitations financières de l'État, c'est-à-dire le fait que la commune n'ait pas été touchée par des baisses de dotation, mais au contraire qu'on a eu quelques bonus pendant plusieurs années, nous a rapporté sur la période de contrôle 2,3 millions d'euros, qu'on n'aurait pas eu. Également, ils ont trouvé le fléchage des dotations de l'État sur l'investissement. Et également, on a pu bénéficier du remboursement anticipé de la TVA, ce qu'on appelle le FCTVA à N+1 au lieu de N+2 actuellement. Et également, il note aussi une meilleure représentativité de notre territoire au sein de la communauté d'agglomération, ce qui était aussi un des points positifs. Ça, c'est sur l'aspect général de commune nouvelle. Sur la situation financière de la commune, il est indiqué que la situation est plutôt bonne et saine, qu'on a réussi à diminuer les charges de fonctionnement, notamment sur toutes les charges à caractère général. Si on prend en euros par habitant, c'est 775 € pour la commune de Tizy-les-Bourgs, alors que sur les communes de la même strate, on est à 1033 € pour les charges à caractère général. Même chose pour les charges de personnel, où là on est à 318 € par habitant contre 525 € pour les communes de la même strate. Ce qui veut dire quand même, et moi je peux saluer aussi les efforts des agents depuis la création de la commune nouvelle, ce qui veut dire aussi qu'on a un fonctionnement qui est beaucoup resserré à la fois sur le plan budgétaire, mais aussi sur le plan humain, et c'est important de le souligner. Tout ça nous amène au fait qu'on a un autofinancement qui est en hausse. On a connu une augmentation de la CAF brute, de la capacité d'autofinancement de 22% en 2016. On a une trésorerie qui est plutôt d'un bon niveau. On tourne en moyenne autour de 2 millions d'euros de trésorerie de manière régulière, ce qui fait que la situation est plutôt saine. Et enfin, la Chambre régionale des comptes nous dit
qu'on a une dette qui est maîtrisée, avec une bonne capacité de désendettement, qui était de 17 ans en 2013 et qui est passée à 3 ans en 2017. Voilà globalement sur la situation budgétaire de la commune. Alors il y a quelques points négatifs, on va dire, d'attention que la Chambre régionale des comptes a voulu nous soulever. C'est, et on l'a vu au moment du vote du budget collectif, c'est la baisse de nos recettes qui a commencé à partir de cette année avec un gel de la dotation de l'État mais une baisse de la dotation de solidarité de l'accord. C'est la fin des mesures incitatives pour les communes nouvelles. Mais ce qui veut dire quand même que si la dotation est gelée, elle est quand même toujours à un niveau supérieur à celui de 2013. Donc on n'a pas perdu, pour l'instant on le garde chaque année. C'est important à dire. Après il y a aussi des recettes qui sont en baisse du fait de la fin des contrats aidés pour les collectivités. Et puis la Chambre régionale des comptes nous dit qu'on a en gros épuisé les marges de manœuvre qu'on pouvait avoir sur le plan de la baisse des économies sur le fonctionnement. En gros, voilà, on a quand même bien serré pendant ces 3 à 4 années. Ce qui veut dire que nos capacités de financement restent bonnes, mais que voilà, la baisse des recettes fait qu'il faut encore continuer les efforts. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Autre point négatif, si on peut dire, c'est peu de visibilité sur nos investissements, mais ça on a abordé le sujet également au moment du DOM et du budget, où on a mis en place un système pluriannuel pour nos investissements au moins les plus gros. Donc c'est pour ça qu'on a proposé au moment du vote du budget d'inscrire des grosses opérations en autorisation de programme avec une visibilité des crédits de paiement qu'on inscrirait chaque année, notamment pour la résidence senior, les travaux de centre-bourg et sur l'offre de santé. Donc là, on a répondu dès cette année aux exigences de la Chambre des comptes sur ce plan-là. Et sur les dépenses scolaires et périscolaires, donc la Chambre relève quand même que le coût moyen d'un élève pour la commune de Tizibourg est plutôt élevé par rapport aux autres communes de la strate. Ça s'explique assez facilement, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on avait maintenu l'ensemble des écoles sur l'ensemble de nos communes déléguées. En même temps, on a des effectifs qui sont plutôt en baisse, alors que les moyens qu'on met à disposition sont toujours les mêmes, et ce qui fait que le coût moyen par élève augmente mécaniquement. Voilà, globalement pour faire une synthèse. Alors la Chambre régionale des comptes nous a fait 4 recommandations. La première, mettre l'inventaire en conformité avec l'état de l'actif établi par le comptable. Voilà, c'est vraiment technique. Depuis 1 an, on mène un travail avec le Trésor public pour rapprocher leur inventaire et l'état de l'actif chez eux avec celui que nous avons chez nous. Donc là, le travail est en cours depuis 1 an déjà, et je pense qu'il devrait se terminer dans le courant de l'année prochaine. C'est un travail qui est assez lourd, mais qui n'avait pas été une priorité jusqu'à maintenant, mais maintenant je crois qu'il faut le faire. Rien de particulier là-dessus. La deuxième recommandation, élaborer une programmation pluriannuelle des investissements avec un suivi en autorisation de programme et crédit de paiement. Je viens d'en parler, on a dès cette année répondu à cette recommandation. La troisième recommandation concerne la commande publique, établir une nomenclature des besoins permettant une classification exhaustive des achats afin de regrouper les commandes et de tenir compte des seuils réglementaires. Donc là, on a quand même précisé à la CRC qu'on a rationalisé la commande publique dès 2013 avec la mise en place de la commission achat. Le règlement de la commande publique a été voté, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a vérifié récemment au cours d'une séance du conseil municipal. Et la nomenclature sera mise en place dès l'année 2019. Moi, je voudrais saluer aussi le travail de l'agent qui nous a quitté récemment, puisqu'elle a fait un gros travail sur la commande publique. Et la personne qui la remplace est déjà en train de travailler sur les outils à mettre en place. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, on aura répondu à cette recommandation qui n'apporte pas de remarque particulière, si bien qu'il faut mettre en place ces outils de pilotage. Et la quatrième recommandation, ça concerne toujours le suivi des outils de pilotage permettant de suivre le coût moyen par élève en maternelle et en élémentaire, ainsi que celui des activités périscolaires de la garderie. Donc là, la comptabilité analytique qui permet de suivre exactement le coût du scolaire et du périscolaire a été mise en place. Et on a mis en place des tableaux de bord et de suivi qui sont en cours de finalisation. Je vous rappelle que les rythmes scolaires vont s'arrêter au mois de juin, à la fin de l'année scolaire, ce qui fait qu'il y aura un peu moins de masse de travail à suivre.
mais qu'on suivra de manière assez fine, de manière parallèle, afin qu'il ne bouge pas trop. Et je vous rappelle qu'on a décidé de mettre en place une commission sur les affaires scolaires. Alors cette commission n'a pas été mise en place pour l'instant de manière officielle. Je vous proposerai de le faire lors de la prochaine séance du Conseil, puisque j'ai une réunion dans les semaines qui viennent avec l'inspection académique pour savoir ce qu'ils envisagent et comment ils voient les choses sur la carte scolaire de notre commune pour la rentrée prochaine, aussi pour les rentrées suivantes. Donc je vous proposerai de mettre en place cette commission dès que j'aurai pu rencontrer les services de l'éducation nationale pour qu'on puisse savoir sur quelle base cette commission pourra travailler. Voilà, pour faire une synthèse qui est non exhaustive, vous avez vu tous ces documents en votre possession. Et puis maintenant, je voudrais répondre aux questions s'il y en a. Je voudrais simplement, avant qu'on passe au débat, rappeler quand même que la Chambre des comptes nous dit qu'on a une situation qui est plutôt bonne financièrement. Et moi, je voudrais remercier mon prédécesseur, Michel Mercier, qui n'est pas là ce soir, mais le remercier pour sa gestion, ainsi que Daniel Argent, qui suit ça de très près. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est quand même que tout ce qu'on fait comme économie en fonctionnement, c'est pas pour simplement pour dire qu'on fait des économies, c'est vraiment pour financer nos investissements qui sont lourds et importants, et pour garder un niveau d'équipement le plus haut possible sur notre commune. Et je crois que c'est ce qu'on réussit à faire, et c'est ce qu'on réussira à faire encore cette année. Alors je suis un peu rébarbatif avec les services en ce moment pour leur demander que l'exécution budgétaire soit la plus suivie possible. Et si on arrive avec des soutiens budgétaires pour la voter, je ne me fais pas trop de soucis pour notre capacité d'autofinancement encore pour cette année. Mais on vous tiendra au courant. Il y aura sûrement des décisions modificatives à prendre dans le cours de l'année, donc je vous dirai un peu où on est. Mais a priori, on est parti pour continuer à se dégager de l'autofinancement pour financer nos investissements encore cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, puisque vous avez évoqué les écoles, oui. Vous avez évoqué votre prochain rendez-vous avec l'inspectrice d'éducation nationale. Je sais que chaque maire délégué tire un peu la couverture à lui sur les écoles. J'aurais aimé avoir une position claire sur la volonté de la commune, sur ce qui va se passer pour nos écoles publiques dans les années à venir, pardon. Et j'aurais aimé aussi qu'on évoque peut-être la constitution d'un PRE, d'un projet de réussite éducative. On a tous les outils pour ça, centre social, des locaux, centre aéré, un travail qui a été fait de manière assez conséquente et assez finement fait par Madame Auguet sur le périscolaire d'ailleurs. Donc pourquoi ne pas essayer aussi de construire ce genre de plan? C'est pas la première fois que je l'évoque dans cette enceinte. Donc, je trouve que, en plus, on sait qu'on a des CSP, des catégories socio-professionnelles plutôt sur la commune de Thizy, bourg de Thizy, un peu faible. Donc ça pourrait être aussi l'occasion de faire une réflexion avec les médiathèques, je pense aussi en particulier, avec tout ce qui est mis en place, avec le prix des impôts. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. On aurait peut-être pu prendre aussi le taureau par les cornes dès le début de la commune nouvelle. Ça n'a pas été fait, donc voilà. Voilà, j'aurais voulu avoir une réponse un peu claire à toutes les questions que je me pose depuis quelques temps. Alors, Je peux juste rajouter d'un point de vue technique, dans le tableau récapitulatif des dépenses réelles de fonctionnement des écoles, il y a une ligne qui concerne par exemple le soutien scolaire. Cette ligne-là, il y a 0. C'est effectivement très dommage. Je note. Alors pour répondre à Jérôme Tournier sur la première partie de sa question, je pense qu'il faut quand même qu'on aborde le sujet de manière pragmatique et lucide sur le plan des écoles. Quand on regarde les effectifs, on sait qu'ils sont en baisse quasiment de partout. Donc on sait très bien que le système tel qu'il est aujourd'hui ne durera pas aussi longtemps qu'on peut le croire ou l'espérer. Ceci dit, on a pris l'engagement au début du mandat de maintenir nos écoles telles qu'elles étaient dans chacune des communes déléguées, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à la suite. Moi j'attends avec impatience cette rencontre avec l'éducation nationale pour voir un petit peu ce qu'ils envisagent de faire sur la commune. Je réunirai ensuite les maires délégués pour qu'on ait une position commune, et moi j'y tiens. Il y aura à la fois le travail de la commission, mais moi je veux qu'on ait un consensus entre chacun des maires délégués. Alors pour rien vous cacher, on a déjà abordé le sujet entre nous.
Moi, j'attends maintenant d'avoir cette réunion avec l'inspection académique pour savoir exactement où on va. Mais c'est clair qu'il faudra qu'on se pose les vraies questions et sans se voiler la face. C'est une certitude. Alors moi, j'invite chacun de vous à réfléchir un petit peu. Je pense que si l'inspection académique veut nous voir, c'est qu'elle a sûrement des propositions à faire. Après, il y a la question du calendrier de mise en œuvre de la proposition, et puis éventuellement des contre-propositions qu'on pourrait faire nous, à la fois le conseil municipal, renforcé par le travail d'une commission qui démarrera dès la fin de l'année scolaire, et dès que j'aurai la position d'inspectrice sur le sujet des écoles. Pour rien nous cacher, encore une fois, qu'on soit lucide, et on sait très bien que nos écoles, notre système éducatif, restera pas comme ça éternellement, ça on le sait bien. Alors après, pour revenir et faire lien avec la deuxième partie de la question, je crois qu'il faut aussi qu'on profite de ce que proposera l'Académie, ou ce qu'on pourra aussi nous lui proposer, pour de toute façon recentrer l'élève au centre de nos préoccupations, parce que je crois que l'intérêt premier, ça doit être celui des enfants, à mon avis. Et pourquoi pas réfléchir à un PRE soit formalisé, puisque c'est très formalisé avec les services de l'État, soit un programme qu'on se fixera à nous dans le même esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas, les programmes de réussite éducative sont beaucoup développés dans les quartiers politiques de la ville, et ça permet en fait de faire un vrai programme pédagogique et de soutien aux enfants, à la fois dans leur suivi de leur scolarité, mais aussi pour préparer un peu leur avenir et les ouvrir en quelque sorte sur le monde extérieur. On va vous faire passer des documents sur les PRE, c'est un dispositif que je connais bien dans le cadre de mon travail. Voilà, tout ça pour dire que, quoi qu'il arrive, il faut qu'on réfléchisse à un vrai projet pédagogique pour les enfants. L'inspection académique est prête à y travailler sur ce plan-là. Je crois qu'elle nous fera des propositions en même temps quand on la verra. Mais encore une fois, il faut qu'on place l'enfant au centre de nos préoccupations. Et puis encore une fois, ne pas se voler la face, mais je ne peux pas vous en dire plus ce soir, parce que j'ai encore pas vu l'inspectrice et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. J'ai pas eu de proposition claire d'inspection académique pour l'instant. Pour être tout à fait transparent. Je peux juste rajouter que le PRE, c'est pas que du soutien, il y a aussi l'ouverture culturelle. C'est très large. Parce que vous avez parlé de soutien, mais c'est Je pense plus que large que c'était à la fois le pédagogique, soutien. mais aussi, ça va plus loin que ça. On est d'accord. Oui. Pour rebondir sur la question de Ron, il y a aussi, dans le domaine scolaire, il y a aussi un projet qu'on ne voit pas, qui concerne le devenir des activités périscolaires dont on a parlé quand on a abandonné la semaine de quel jour. Pour moi, ça va avec, en fait. Ce projet pédagogique dont je parle, c'est aussi comment réintégrer toutes les activités qui étaient très appréciées et puis très importantes, je pense, pour les enfants. Comment on peut les réintégrer dans un projet plus global et qui concernerait l'ensemble des écoles et l'ensemble des élèves. On est le 4 juin, ça urge, je pense. Comment On est le 4 juin, ça urge pour la rentrée prochaine. Oui, alors après, moi j'ai rencontré les directeurs d'école, j'aurais aussi demandé de me faire des propositions. Je sais qu'il y a des propositions qui vont arriver d'ici la fin de l'année scolaire. Après, on peut se laisser aussi le premier trimestre pour mettre au point ce programme-là et commencer à la Toussaint en réintégrant les activités. Alors, tout est à faire. Hein. Pour l'instant, on n'a rien défini. Mais encore une fois, comme l'un va pas sans l'autre, j'aimerais bien aussi savoir ce qu'on va faire sur le plan de l'organisation de nos écoles de manière globale. Mais le but, oui, c'est de monter ce projet pédagogique qui servira à la fois sur la pédagogie pure, où là, l'institution va faire des choses, comme je vous l'avais dit lors de la dernière séance. Et puis nous, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse des propositions sur tout ce qui va autour, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur tout ce qu'on fait en fait dans le cadre de nos activités périscolaires, comment on peut réintégrer les activités avec les nouveaux rythmes, qui sont revenus aux anciens rythmes, et surtout, encore une fois, de l'intérêt des enfants, puisque je crois que tout le monde était d'accord pour dire que ces activités avaient un intérêt. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à comment les réintégrer, tout en modifiant en intégrant les nouveaux rythmes. Je pense qu'on peut faire des propositions intéressantes. J'ai demandé à Sylvia Noguet qu'elle regarde pour nous faire un petit bilan des activités périscolaires, à la fois sur le plan des activités, mais aussi un bilan financier pour qu'on puisse transformer les choses, puisqu'on va pouvoir aussi dégager du budget qu'on ne mettra plus et qui permettra de financer ce projet pédagogique dès qu'on l'aura mis en place. Donc, si je comprends bien, l'idée, ça serait de commencer ces activités à partir de la Toussaint, c'est ça? Disons que pour l'instant, j'ai eu des échanges informels avec les directeurs d'école qui vont nous faire des propositions. Et puis, suivant les propositions qu'ils feront et puis celles qu'on pourra faire,
Ça dépendra aussi des types d'activités, du contenu du projet pédagogique. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'engager en disant au mois de septembre, on commencera les activités culturelles, musicales, sportives. Puis je pense qu'il faut que ça vienne de l'école. Donc les directeurs d'école vont travailler entre eux, parce que j'aurais demandé aussi qu'on ait des propositions qui viennent des différentes écoles, mais qui sont travaillées en commun au niveau des différents directeurs. Donc je crois que les propositions vont arriver, puisqu'il y en a déjà eu de manière informelle quand je suis allé à la première de l'école de Darlan. Voilà, j'ai demandé de formaliser ça et de travailler entre eux pour nous faire des propositions. Et peut-être que les parents d'élèves auront des propositions à faire aussi. Le problème, c'est que si ça démarre à partir de Toussaint, les parents seront organisés et qu'ils risquent de ne pas adhérer à la suite aux activités qui seront proposées. Oui, mais ce ne sera pas des activités périscolaires. Ce sera des activités qui seront pendant le temps scolaire et qui seront, on va dire, discutées entre nous et l'inspection académique, puisqu'il n'y aura plus d'activités périscolaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Ça sera intégré dans le programme pédagogique des enseignants. Non, ça va pas. Non, mais c'est que je l'avais compris. D'autres questions sur les écoles, s'il y en a, ou sur le rapport? Oui. Moi, c'est toujours sur les écoles. Il me semblait que vous aviez évoqué une rencontre avec l'IEM, tout de même, précédente, il y a quelques semaines. Est-ce qu'on peut avoir une teneur de cette rencontre? Oui, si vous voulez, on a fait le point sur les effectifs, qui sont en baisse, mais cette réunion, elle date un petit peu, elle date de l'automne, fin d'année 2017. On n'a pas eu une entre-temps? Non. Moi, j'ai rencontré M. Charlot quand il est arrivé, c'était en octobre ou novembre, il me semble. Je parle d'inspectrice de Tarare. Non, c'est l'inspectrice de Tarare, on va la rencontrer dans les semaines qui viennent. D'accord. Et non, les premières discussions que j'ai eues avec M. Charlot, qui est l'inspecteur d'académie au niveau du Rhône, le directeur départemental des services académiques, c'était faire un point sur les effectifs, et voilà, se mettre d'accord sur le fait que la situation ne pourra pas durer éternellement. Ce que je viens de vous dire, pour l'instant, il n'y a eu aucune proposition claire et concrète de l'inspection académique. C'est ce que j'attends. J'avais une question complémentaire. Le personnel qui avait été mis en contrat pour gérer un peu le périscolaire et d'autres, que va-t-il devenir? Moi, j'ai écrit à l'ensemble des intervenants, qu'ils soient sous couvert d'une association ou directement embauchés par nous. Donc, ils avaient un contrat qui se termine à la fin de l'année scolaire. J'ai indiqué à tous les intervenants que les rythmes scolaires, du fait qu'on ait choisi de mettre fin aux activités périscolaires, donc leur mission s'arrêtait de fait. Et d'ailleurs, je vous convierai tous à faire un peu de remerciements pour marquer un peu le coup, parce que je crois qu'on a eu des intervenants de grande qualité et qui ont été pour la plupart vraiment appréciés par les parents et les enfants. Donc voilà, la mission s'arrête de fait et les contrats s'arrêtant en fin d'année scolaire, il n'y aura pas de renouvellement des contrats. C'était des contrats de durée déterminée qui s'arrêtaient début juillet, le 6 juillet. Je parlais de la personne qui était en D'accord. Parce que les assos, tout ça, Je parlais des intervenants en général. Donc oui, on avait une personne on avait deux personnes. Mais une qui est plus active, on va dire, qui était toujours à la retraite et qui nous a aidé pour... plus ou moins, je suis plus que moi, là. C'est vous qui dites, c'est bon. Et puis on avait une seconde personne, pour être tout à fait transparent, la personne qui était à l'office de tourisme auparavant, et que la commune a récupéré au moment où elle a fermé les offices de tourisme. C'était un accord entre l'accord et les communes qui avaient ces antennes. Donc elle était sur une mission de suivi des activités périscolaires et du scolaire en général avec Suzanne Miguel. Donc j'ai fait une proposition à cette personne en disant que pareil, du moment que la mission s'arrêtait, il fallait qu'on trouve une solution. Donc je lui ai fait une proposition de nouveau poste au sein de la commune de Tizy-les-Bourgs. Et je l'ai reçue, cette personne, la semaine dernière. Elle a plutôt un projet professionnel ailleurs que sur la commune, puisqu'elle veut continuer à travailler avec les enfants. Donc elle est en train de regarder pour passer des formations. Et moi, j'ai fait une proposition si elle souhaitait rester au sein des services municipaux pour des activités qui étaient plutôt sur l'entretien des bâtiments communaux. Voilà, mais pour l'instant, elle s'oriente plutôt vers un nouveau projet professionnel. Vous avez fait une proposition avec le même temps horaire? Oui. Donc, elle le prend de manière très bien. Elle a vraiment un projet qu'elle a envie de voir aboutir, donc il n'y a pas de Je disais plus ou moins à la retraite, parce que c'est quelqu'un qui est officiellement à la retraite. C'est pour ça que je disais... Ah non, c'est pas la même personne. Oui, non, mais voilà, je parlais de vous
avez La personne parlé dont on de- parle, elle est encore pas à la retraite. Hein. Oui, non, mais ça, oui, d'accord. Non, mais parce que je crois qu'il y a eu un malentendu, mais voilà. On est d'accord sur Non, l'autre personne, elle a un contrat à durée déterminée. Oui, non, mais on est d'accord. D'autres questions? Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu d'une manière générale sur le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes. Je dirais pas qu'on n'a pas lu le même rapport, mais on n'a pas lu les mêmes choses. Oui, ils insistent beaucoup sur le fait que la mutualisation, la commune nouvelle a amené des ressources à la commune qu'elle n'aurait pas eu auparavant. Mais moi, je dis beaucoup qu'il y a un plafonnement au niveau de la gestion. Il y a eu des économies, donc au bout de 3 ans, c'est vrai qu'on commence à se demander comment il est possible de faire encore des économies si auparavant c'était géré n'importe comment. Mais bon, je ne vais pas aller jusque-là. Donc Non, non, mais c'est ce que j'ai dit, on arrive au bout de... Oui, voilà, on arrive à un plafonnement. Moi, ce que j'ai lu surtout, c'est que on était dans une spirale d'investissement qui n'est pas nécessairement anticipée. J'ai lu ce mot-là, le défaut d'anticipation. J'ai lu votre réponse qui dit que vous allez chercher d'autres sources de financement, aussi bien au niveau de la région, de l'État et aussi de l'Europe. Enfin, l'Europe, j'ai pas vu encore de traces de subventions européennes dans le budget. Donc voilà, je me pose cette question-là. Sur les charges de fonctionnement, vous félicitez des charges de personnel qui sont peu élevées. Bon, on peut voir les choses comme ça, mais moi j'ai lu d'autres choses qui m'ont un peu interpellée, notamment le nombre d'agents pour 1000 habitants. Moi j'ai surtout lu cette statistique qui dit que en moyenne, sur une strate de communes comparables, on est à 15,5 agents pour 1000 habitants, et chez nous, on est à 7,2 agents. J'ai lu aussi dans le même paragraphe que ça ne représente que 44,8% des charges de gestion, alors que dans la même strate, on est à 50,8%. Ce qui m'a fait... ce qui me permettrait de déduire peut-être un peu rapidement qu'on a plutôt des agents bien payés, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de plus d'agents? Donc, tout à l'heure, vous avez salué l'effort d'un fonctionnement resserré. Je pense qu'il y a un moment où est-ce qu'une commune, elle n'est pas là aussi pour faire vivre ses habitants et proposer du travail et faire en sorte que tout se passe bien. Je reviens sur tout. Ensuite, donc vous avez salué une capacité d'autofinancement tout à fait louable, avec une dette maîtrisée. C'est quelque chose qu'on avait aussi constaté au niveau comptable. Donc on ne reviendra pas du tout là-dessus. Au niveau du budget, on reste à des ressources identiques à 2013, mais on est dans des investissements constants. La demande de la Chambre régionale des comptes, elle est dans une vision, dans une clarté. Et je ne suis pas sûre qu'on ait répondu à cette demande-là. Après, il y a des points sur lesquels, dans les recommandations, mettre l'inventaire en conformité avec l'état de l'actif. Globalement, on sait qu'on était sur des petites communes, on est arrivé sur une autre catégorie de communes. Franchement, voilà, c'est un travail comptable que l'opposition n'a pas à démonter. Voilà. Mais sur la programmation pluriannuelle des investissements, on n'a pas obtenu cette satisfaction dans le dernier débat d'orientation budgétaire. C'est une donnée qu'on a déjà demandé dans le dernier débat d'orientation budgétaire de savoir où on allait, et on a l'impression qu'ils sont un petit peu, ils confirment un petit peu les craintes qu'on a. En gros, on a l'impression qu'on ne sait pas où on va. Si on va résumer de manière un peu triviale. Voilà. Ensuite, les commissions qui doivent se mettre en place pour les activités périscolaires. Moi, j'attends que la commission achat se réunisse. Elle se réunit une fois depuis que j'ai demandé qu'elle se réunisse. Je ne peux pas y aller.
Je trouve qu'on se réunit assez peu au niveau des commissions. Et c'est dommage, parce que la commission achat, ça permet de voir qu'il y a une réelle transparence. Voilà, ce que j'ai dit. Alors, quelques éléments de réponse. Sur les investissements, sur la lisibilité et l'anticipation des investissements, je crois que sur les... En fait, on a des opérations d'investissement qui sont annuelles sur des petits investissements qu'on peut faire sur 2 exercices, puisque sur le moment où on attaque les travaux, les crédits se reportent. Sur les opérations qui sont pluriannuelles, en fait, on en a 3. C'est ce qu'on a inscrit au budget en autorisation de programme. Donc, vous avez la résidence senior, et vous avez les travaux en centre-bourg, et vous avez... c'est encore pas tout à fait opérationnel, mais on a voulu afficher notre ambition d'accompagner aussi l'hôpital local sur des travaux d'investissement, où là, je ne peux pas avoir bien plus de lisibilité parce que je ne sais pas du tout combien ça va coûter. Puisque l'hôpital n'en sait rien non plus. Ceci dit, moi je tenais à ce qu'on affiche notre volonté de l'accompagner, et ce sera un des éléments qu'il faudra qu'on précise dans les mois ou années qui viennent en fonction de l'état d'avancement du projet de l'hôpital. Ceci dit, l'hôpital avait quand même quelques pré-scénarios qui n'ont pas été encore arrêtés aujourd'hui, mais ce qui m'a permis de dégager une somme, on va dire, d'investissement pour le site de Bourg-de-Tizy, et c'est à peu près les sommes qu'on a inscrites dans le budget, enfin pas dans le budget, mais dans le programme pluriannuel d'investissement, correspond à peu près à ce sur quoi on s'était engagé, les 15% du projet global pour Bourg-de-Tizy. Ça, je reconnais que c'est peu lisible, puisque moi, pour l'instant, je n'ai pas le projet global de l'hôpital. Sur les travaux de centre-bourg, je crois qu'on a une visibilité assez précise des montants des investissements. C'est ce qu'on a inscrit en crédit de paiement pour 2018, 2019 et 2020. Ça, vous l'avez dans le budget. Pour ce qui est de la résidence senior, qui rend le plus gros investissement, le projet, on va dire, un peu phare du mandat, on connaît maintenant, à une subvention près, les aides qu'on va obtenir. On a près de 900 000 € de l'État, on a 600 000 de la région, et on a 360 000 de l'accord. Je suis toujours en attente de la réponse de la CARSAT qui devait nous accompagner au départ, mais ils sont en train d'étudier leur budget également en ce moment, et je pense que j'aurai une réponse dans les semaines qui viennent, je l'espère. Ce qui nous laisse dire qu'aujourd'hui, dessus, on a environ 2 millions d'euros de subventions pour ce projet-là. On a prévu d'emprunter pour cette opération, et le reste sera autofinancé avec notre capacité d'autofinancement. Pour moi, il n'y a pas de difficulté sur ces 3 opérations d'investissement pluriannuelles, sachant que la résidence senior, on aura payé l'opération sur quasiment 4 exercices, 2017, 2018, 2019 et 2020. Et ce qui fait qu'avec l'excédent de fonctionnement qu'on nous dégage, et je reviendrai pour répondre à la suite de la question après, on aura pas de difficulté à financer cette opération-là. En continuant à mener des opérations d'investissement sur d'autres domaines. Sur les ressources humaines, enfin les charges de personnel, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'agents, ou bien moins que certaines communes de notre strate. C'est un peu historique, ça vient du fait aussi de notre organisation et de la mutualisation qu'on a mise en place depuis le début de la commune nouvelle. Après, je voudrais quand même rappeler qu'il y a beaucoup de compétences qu'on délègue, je pense notamment aux ressources humaines et à la gestion des marchés publics à la communauté d'agglomération, d'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec moins de compétences, on a autant de personnel qu'avant. Et quand on a remplacé la personne qui est partie, qui était à la commande publique et à la gestion du budget, à l'exécution budgétaire, on l'a remplacée par un profil un peu différent. Cette personne-là, elle s'occupe principalement de la gestion financière et bien moins de la commande publique, puisque maintenant on a adhéré au service organisé de l'accord pour les marchés publics. Ce qui fait qu'à effectif constant, on a quand même une masse de travail qui est un peu moindre par rapport à avant. Et pour être tout à fait transparent, c'est bien, puisque nos agents avaient quand même une masse de travail qui était plutôt importante. Ce qui fait que depuis quelques temps, la masse de travail est un peu moindre, même s'il y a encore beaucoup de travail. Et après, est-ce que la commune doit être le premier employeur du territoire? J'en suis pas sûr. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais pour répondre un peu avec un peu moins de trivialité sur la question, mais je crois quand même, et je le répète, je crois quand même qu'il faut qu'on fasse attention aux dépenses de fonctionnement pour répondre à nos inquiétudes, pour bien financer nos investissements. Et moi, ce que je souhaiterais, pour répondre aussi à une partie de la question sur
anticipation de la baisse de certaines subventions en investissement, puisque la Chambre régionale le dit aussi dans son rapport, notamment avec la baisse des subventions du département, mais aussi avec un fléchage qui sera probablement moins systématique des subventions de l'État pour nos investissements. Ça a été le cas ces dernières années sur la BETR et la DCL, mais ça ne va pas durer éternellement. Alors, moi je répondrai sur 2 points. Déjà, on a la région qui nous aide beaucoup plus qu'auparavant. Ça a été un peu l'arrivée d'un nouveau partenaire depuis 2 ans et demi, puisque sur le mandat précédent, on a eu 200 000 € de subvention de la région. Aujourd'hui, on est à 1 100 000 €. C'est quand même pas négligeable. Et puis, encore une fois, moi j'insiste sur le fait qu'il faut dégager encore plus d'excédents de fonctionnement pour financer nos investissements. Et ça passe à la fois par une gestion, on va dire, resserrée de nos charges à caractère général, mais aussi de nos charges de personnel. Je crois que ça compte aussi beaucoup. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'agents. Déjà, je veux vraiment les remercier parce qu'ils font un gros travail. Et si on pourra dégager de l'autofinancement en fin d'année, ce sera aussi grâce à leur travail. Sur la commission des achats, c'est vrai qu'il faut qu'on la réunisse plus. Et j'ai demandé aux services, notamment techniques, d'essayer d'être vigilants sur cette question, parce que c'est vrai qu'on la réunit peut-être moins qu'auparavant, et on a tendance à passer des commandes sans forcément la consulter. Je trouve que c'est dommage, parce qu'en plus, il n'y a aucune raison qu'on soit transparent de ce côté-là. C'est plus pour des fois des commodités de calendrier, de planning pour aller plus vite, mais j'ai demandé aux services qui réunissent la commission des achats de manière plus systématique, pour montrer à la fois qu'on consulte plusieurs entreprises et qu'on choisit au mieux notre commande publique. Donc ça, je suis d'accord, il y a peut-être eu un peu de relâchement sur la commission des achats, mais j'ai donné des instructions pour que ça soit corrigé. La commission culture non plus, qui s'appelle la commission animation, ne se réunit plus. Il y a eu un gros couac quand il y a eu la présentation d'un film sur la Première Guerre mondiale, avec très peu de spectateurs. Peut-être que si l'adjointe à la culture était épaulée dans une commission, il n'y aurait pas des choix qui seraient aussi peu validés, quoi. Je suis d'accord, c'est souvent le problème quand on arrive en milieu de mandat, où l'organisation institutionnelle de la commune a tendance à s'essouffler un peu, et c'est vrai qu'on a tendance à assez peu réunir les commissions. J'ai demandé aux adjoints d'essayer de réunir les commissions le plus possible au moins. À chaque fois qu'on a un rapport au conseil municipal, on réunisse la commission avant quand les thématiques sont concernées. La commission des travaux s'est réunie la semaine dernière, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été réunie. Je pense qu'il faut qu'on le fasse de manière systématique. Dès qu'il y a un rapport au conseil municipal qui concerne la commission, on réunit la commission. Ça permet à la fois de suivre les rapports qui sont présentés, mais aussi faire un peu d'information auprès des conseillers municipaux. Et ça aussi, c'est une demande que j'ai faite aux adjoints et on essaiera de le faire de manière plus systématique. Pour justement qu'il y ait cet essoufflement du mandat qu'on connaît parfois. Et je vous rappelle, j'en redirai 2 mots dans un rapport suivant, où j'ai réactivé en fin d'année des groupes de travail liés à l'agenda 21. Et c'est vrai que les réunions se sont beaucoup réunies quand même dans le premier trimestre de cette année. Ça a quand même impliqué à la fois les conseillers municipaux, mais aussi les conseils consultatifs et toutes les personnes qui ont souhaité s'y investir. Ça veut dire aussi que les gens s'intéressent quand même à certaines thématiques et on fera une synthèse de toutes ces réunions de commission d'ici l'été dans le cadre du comité de suivi de l'agenda 21. Oui, Jérôme. Juste pour compléter, on aurait préféré que vous renforciez les services municipaux plutôt que de recruter un chef de cabinet. J'entends. On l'avait déjà dit. Bah oui, mais je l'ai dit ce soir. Ceci dit, l'arrivée d'un collaborateur a permis quand même de soulager beaucoup les services centraux. Si, vous pouvez me poser la question quand même aux agents qui sont là, notamment des agents qui sont polyvalents à la fois sur les affaires scolaires, sur l'accueil, sur la culture, où là il y a vraiment eu un soulagement net pour certaines personnes. C'est pas que pour mon confort personnel à moi, ça a aussi permis de réorganiser quand même les services de manière plus transversale. C'est pas qu'un recrutement politique. Non. En partie quand même. D'autres questions? Je posais la question, monsieur. Je l'ai posée au moins. J'admire votre constance. Ah, j'ai toujours été constant et j'ai toujours dit ce que je, contrairement à certains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je vous demande simplement de me donner acte de cette communication sur le rapport et puis il sera mis en ligne dès demain sur le site de la commune. Et
le rapport d'achat annuel des comptes est désormais communicable à qui en fera la demande auprès des services municipaux. Et il fallait auparavant que je vous en donne communication. Si je veux faire quoi, le rapport suivant, c'est M. Largent qui me le présente. Alors, remboursement des frais de mise en fourrière des véhicules. Il est rappelé la convention de mise en fourrière des véhicules du 12 mai 2017 entre la commune de Tizy-les-Bourgs et le garage Lépine, concessionnaire Lafay situé à Ample-Public. La commune fait procéder à l'enlèvement des véhicules suite à un stationnement abusif et en assure le paiement auprès du garage Lépine. Pour tout véhicule non récupéré auprès de la fourrière, les frais d'enlèvement sont facturés à la commune. Il convient donc d'autoriser le maire à en solliciter le remboursement auprès des propriétaires identifiés par la suite par la police municipale. Il est proposé de fixer la refacturation à hauteur de la somme engagée auprès du garage habilité pour le service rendu. Merci beaucoup. C'est un rapport assez simple. Hein. On met en fourrière actuellement beaucoup de véhicules tampons qui traînent un peu partout sur la commune. Donc quand les propriétaires des véhicules vont récupérer leur véhicule à la fourrière, donc ils s'acquittent des droits auprès du garagiste, mais quand les véhicules ne sont pas récupérés, ça coûte cher, donc la personne avec qui on travaille nous refacture cela et on se donne le droit de faire payer le propriétaire du véhicule. C'est tout simple. Ça va être soin. Il faut qu'on délibère pour recouvrer les sommes. Ça représente combien de véhicules? C'est aléatoire, mais on a formé une bonne quinzaine là, depuis le début. 15, donc ça fait en euros, mais la somme en euros, ça fait comme ça. Le coût d'enlèvement du véhicule, c'est 240 euros. Par taxe, donc ça fait presque 300 euros de frais d'enlèvement de véhicule. Donc quand on en fait une centaine par an ou même une vingtaine, ça représente tout ça. Il y a pas de questions? Des observations? Je mets au voie le rapport qui est d'avis de l'adopter. Je vous remercie beaucoup. Le rapport suivant va être en lien direct avec ce que je viens de dire sur les groupes de travail de l'agenda 21. Un groupe de travail sur le commerce et la vie économique s'est réuni à plusieurs reprises. Je voudrais remercier Daniel Largent et Jacques Mertier qui ont mené cette commission. Parmi les propositions qui ont été faites, la création d'un marché estival et notamment de producteurs locaux sur Tizy. Alors, deux choses. Sur le plan de la forme, donc c'est le conseil municipal qui a autorité à créer ou à supprimer un marché sur la commune. Et après, les marchés sont gérés par le maire. Deux objectifs principaux, favoriser un peu la venue de clients potentiels pour nos commerçants qui sont dans le centre-bourg. Et le deuxième objectif, c'est aussi de faire valoir et de montrer un peu tout ce qui se fait au niveau de la production locale, puisque les producteurs locaux, les agriculteurs producteurs locaux ont été sollicités pour faire partie de ce marché. Donc, avant de soumettre cette déclaration au Conseil, nous avons, comme la réglementation nous l'invite, procédé à la consultation de la Chambre de commerce qui a émis un avis favorable, et de même pour l'association des commerçants locaux, ce qui est quand même plus important. Mais voilà, les deux avis que nous avons sollicités ont été favorables. Juste une précision, il s'agit d'une mise en place d'un marché estival de manière limitée, à titre expérimental, qui ne remet pas du tout en cause les marchés existants, notamment ceux du mercredi et du samedi. J'insiste sur le côté expérimental parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, pour être clair, et que si jamais on se rend compte que ça ne marche pas ou que ça met en péril un des deux autres marchés qui existent déjà sur la commune de Tizy, on reviendrait sur notre décision, parce qu'il n'y a pas de honte à faire en marche arrière, au contraire, je crois que c'est plutôt faire preuve d'intelligence quand quelque chose ne marche pas. Je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à faire des propositions, notamment pour le commerce local qui souffre énormément sur notre commune, dans certaines activités, vous le savez tous. Donc voilà, je crois que c'était aussi une proposition de la commission. Alors il y a des membres de la commission, là je vais intervenir s'il y en a qui le souhaitent. Et je crois que si les commissions travaillent et qu'on n'accepte pas forcément leurs propositions, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est une expérimentation qu'on lance, ça ne coûte rien du tout, donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et encore une fois, les commerçants sont associés, et je pense notamment au magasin des producteurs qui a accepté de venir vendre leurs
y a des questions? Est-ce qu'il y a des membres de la commission qui veulent intervenir avant qu'on passe au débat? Évidemment, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. J'ai pas de question, j'ai juste une remarque. Il y a une erreur d'orthographe sur Rouget de Lille, je crois. Où ça? À Rouget de Lille. Oui. Merci pour la remarque. Oui. J'aimerais comprendre en fait, ce marché de producteurs, c'est quel jour, quand, ça ne fait pas concurrence au marché déjà existant, c'est ça le souci? Oui, c'est totalement différent du marché existant aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes gens, et c'est pour toucher la clientèle du vendredi après-midi qui ne viendra pas forcément chez nous, et qui pourrait peut-être passer par le centre du village, pour une raison secrète. On s'est réunis, on a cherché des camions, on va essayer de mettre un magasin avec un commerçant local existant pour tenir ce magasin et nous apporter un plus pour lui et aussi pour son En fait, la cible principale, c'est plutôt des familles qui travaillent les mercredis matin et qui ont plutôt des activités pour les enfants le samedi matin et qui ne peuvent pas se rendre au marché. L'idée, c'est qu'on va essayer de les faire bien le vendredi en fin de journée pour ceux qui le peuvent. Donc, c'est prévu de 16h à 20h le marché pour l'instant. Après, c'est des choses qui seront aussi améliorées si jamais on se rend compte que les horaires sont pas. Voilà, tout est adaptable. L'idée, voilà, c'est plutôt de cibler des familles avec enfants qui n'ont pas forcément le temps d'aller sur les marchés tels qu'ils existent aujourd'hui. Quand même, il y a une quinzaine de forains qui ont été trouvés et qui ont accepté de venir. Donc l'idée, c'est quand même aussi de se dire que ça fait longtemps qu'on a posé une gazette de forains sur aucun des marchés de la commune. Voilà, donc après, si ça ne marche pas, je ne dis pas que les 15 viendront tout le temps. Donc voilà, on expérimente, on fait une proposition. L'idée, c'est aussi d'utiliser ça. Ça marche pour qu'il y ait des clients aussi. Les jeux viennent passer les feux au moins le premier jour. C'est pour ça qu'il faut vraiment se dire que c'est expérimental. Après, il commence à y avoir plusieurs marchés de ce type-là qui se développent dans la région. Il y a Ampepuis qui va se mettre en place. Il y a Saint-Symphorien-de-Lay. Alors, je peux en parler parce que j'ai une collègue qui, oui, mais quand même. Alors, eux font quelque chose d'assez sympathique en plus. C'est qu'après le marché, il y a un côté convivial, puisqu'il y a merguez, tout ça. Alors, là, il y a des bénévoles des propositions à faire, je vous invite à vous rapprocher de Jacqueline et Daniel, mais on peut regarder tout un tas de choses. Il y a quand même Perreux qui, justement, a ce fonctionnement-là depuis tous les vendredis. Donc on voit bien quand on passe, je pense qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui s'arrêtent. Et après, on a proposé aux deux commerçants qui sont de ce projet de ville de proposer une petite animation pendant la durée du marché. Je pense à la boucherie ou au casino. Donc voilà, ils sont plutôt de nos augures. Après, il faut qu'ils essaient de trouver une animation particulière pendant la durée du marché. Mais est-ce qu'il y aura une grosse communication autour de ça? Est-ce que On décide aujourd'hui. Alors, tout est prêt. Je ne voulais pas en communiquer avant qu'on délibère, parce que sinon vous m'auriez attaqué pour ça. Donc, tout est prêt et la communication partira, si vous êtes d'accord, à partir de demain. Mais oui, ça va être très important la communication. À la fois, donc on a prévu des banderoles pour mettre sur les entrées de la commune, on a prévu des petits tracts, des affiches, et puis de la communication sur les réseaux sociaux. C'est bien un marché de producteurs dans le village du McDo? On y viendra dans les informations diverses. C'est pour trouver ce fameux équilibre entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Mais je crois qu'il faut aussi que, je vous en reparlerai lors d'une prochaine séance, mais il faut quand même qu'on arrive aussi à donner quelques signaux à nos commerçants pour un peu les aider à faire bien tout le monde. Bientôt, les commerçants, il va y arriver. Il y a un endroit qui va fermer à la fin du mois. Au niveau du commerce, vous savez que c'est une compétence partagée entre l'Accord et la commune. Et moi, j'ai proposé au président de l'Accord qu'on puisse travailler ensemble sur le commerce de proximité. Alors, il y a des choses qu'on pourra faire, on va pas trop révolutionner, parce que l'idée, c'est vraiment de faire venir les clients à l'intérieur de nos commerces. Donc, je suis en train de travailler sur une proposition que je ferai à l'Accord pour qu'on puisse intervenir ensemble. Ça peut être sur de la communication, ça peut être sur de la signalétique, ça peut être sur tout un tas de choses. Donc, je vous en parlerai lors d'une prochaine séance. Oui. Moi, je voulais juste dire, l'emplacement n'est pas idéal, il n'est pas visible de la rue. C'est quand même enclavé derrière. Enfin, moi, je pensais que ça serait soit l'emplacement et parce que c'est. Enfin, quand on passe en voiture, on ne voit pas. Il faut quand même aller derrière là-bas, revenir derrière. Après, l'idée, c'est que le marché soit aussi à proximité de commerces qui soient complémentaires, comme le boucher
toucher quasiment. Et après, c'est aussi de montrer aussi les équipements qu'on réalise sur la commune. Mais après, on peut aussi travailler sur la signalétique et Oui, voilà. sur la route de commerce, par exemple. Ou vers le passage du commerce. Voilà, c'est ce que, en tout cas, Jean Jaurès. Jérôme? Alors moi sur ce dossier, je trouve que quand on voit le marché du samedi matin, en dehors le marché du dimanche matin, à Bourg-de-Tizy fonctionne très bien. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Je termine. Mais le marché du samedi, enfin, les gens ne se déplacent pas. Moi, je crois qu'on aurait peut-être pu essayer de regarder pour développer ce qu'on avait fait sur les boutiques estivales avec quelque chose un peu, en plus, qui aurait donné une vitrine sur le vide des vitrines, justement, sur cette place et sur d'autres places. On voit quand même que, à côté du tabac chiraquin, l'ancienne boulangerie, où parfois, certains week-ends, il y a des ventes de vêtements et il y a du monde, ça va quand même. Je crois que c'était là, enfin, moi il me semble que c'est là-dessus que la mairie doit appuyer. Moi franchement, je vous avoue, je suis un peu sceptique sur ce genre de projet. Mais on aurait peut-être pu essayer. L'année dernière, ça avait marché moyennement, mais il faut continuer. Et je pense qu'il faut qu'on développe ces boutiques éphémères, notamment sur la place du commerce, parce que c'est je veux dire parce que c'est des choses qui sont complémentaires et qu'on va mener de nouveau cette année. Donc il y a trois choses. Vous savez qu'il y a une boutique éphémère, d'initiative privée, qui s'est montée donc en bas de la rue du Midi, ce que vous évoquez à l'instant, qui marche plutôt bien. Donc là, il n'y a pas de difficulté. En plus, il y a des produits qui reviennent, qui changent ces principes de la boutique éphémère. Ensuite, on renouvelle cette année l'opération des boutiques estivales donc sur la place du commerce, avec des artisans d'art. Donc là, c'est quelque chose qu'on mène avec l'accord, sur un local sur la place du commerce. Et la troisième chose, qui combine un peu tout ça, c'est que la commission qui a travaillé sur le projet de marché a aussi travaillé sur le projet d'une boutique éphémère qui permette aux entreprises locales, soit qui produisent, soit qui font du négoce de divers produits, de pouvoir vendre des produits sur un espace de vente sur la place du commerce également, un local qui appartient à la commune, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. On vous présentera ça, je pense qu'ils font un communique aussi là-dessus. Voilà, l'idée c'était à la fois d'animer des boutiques qui sont vides, de faire revenir des gens en centre-ville, tout en montrant un peu les savoir-faire locaux de nos entreprises. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et le troisième point positif de ce projet-là, c'est que ça permet aussi à une commerçante qui est déjà installée sur la commune de participer au projet et de pouvoir s'occuper de la vente dans ce magasin éphémère et de se faire aussi un revenu complémentaire, ce qui n'est pas négligeable vu l'état du commerce actuel. Ce qui serait intéressant, bon, voilà, je pense que là, il y a une petite dynamique de l'autre, il y a le marché d'un côté, il y a les boutiques estivales et éphémères de l'autre, et peut-être que tout combiné, ça peut faire quelque chose qui fonctionne. Voilà comment ces boutiques éphémères, on peut aussi un peu les pérenniser dans l'année. Bon, je pense aux périodes de Noël, à des moments quand même clés où les gens ont besoin d'acheter des cadeaux, et peut-être même plus que l'été, la fête des mères, enfin tous ces moments. Non, je pense qu'on va commencer comme ça, mais après, on va les produits qui viennent à certains moments dans l'année, ça peut faire. C'est le but aussi. Les boutiques de Noël. Enfin, il y a deux choses. Il y a Tizy qui connaît une espèce de dégringolade au niveau des commerces qui est quand même extrêmement fort. Mais il y a une baisse des commerces qui est même pas nationale, qui est mondiale. Et a priori, les expériences qui sont menées, parce que la grosse concurrence qui fait que tous les commerces s'effondrent, c'est Internet. Donc l'idée, ça pourrait être aussi de prendre le contre-pied de ça et de proposer une vitrine dans le village, une vitrine qui soit une vitrine de site Internet, que les gens puissent toucher le matériel qu'après ces gens-là puissent acheter effectivement en ligne. Il y a un moment où il faut dans son travail sur le commerce que mène d'accord, avec les fédérations de commerçants, il y a un volet sur comment essayer de prendre la contre
s'appuyer sur l'évolution de l'Internet qui répond aussi à une demande des citoyens. Si ça fonctionne si bien, c'est bien que les gens derrière l'ordinateur pour commander. Donc ce que est en train de travailler d'accord avec les fédérations de commerçants, c'est de voir si on peut pas mettre en place cette commande en ligne pour les commerçants locaux, et notamment à destination des personnes qui ne sont pas forcément résidents sur la commune, mais qui travaillent dans nos zones d'activité ou ailleurs, pour que les commerçants puissent proposer une offre à la fois de commande en ligne de certains produits, mais aussi que les commerçants puissent livrer, par exemple, dans les zones d'activité où il y a du monde qui travaille. Donc là, le projet, il est en train d'être réfléchi, je ne sais pas si ça va aller au bout, mais en tout cas, c'est la volonté de l'accord, en lien avec les fédérations de commerçants, pour adapter un peu les pratiques de nos commerçants de proximité aux demandes des citoyens, et notamment sur l'Internet qui progresse fortement. Et on va avoir, je pense, dans les années, ou même assez rapidement dans les mois qui viennent, une révolution, notamment sur le commerce alimentaire sur Internet. Peut-être que si l'accord va pas assez vite, ce serait peut-être bien de lui prendre des cours et d'avoir ce type de commerce chez nous. Je pense que ça fera aussi l'objet des discussions qu'on aura avec l'accord au moment où on fera une proposition un peu de travail en commun. Et l'idée, c'est peut-être aussi, oui, d'aller plus vite sur certains sujets, pourquoi pas. Mais là, du moment que vous savez que la Fédération des commerçants va être regroupée à 100% du territoire de l'accord, c'est un sujet qui sera travaillé par la Fédération des commerçants. Mais il y a d'autres sujets, je pense, où on peut être plus réactif et aller plus vite, en effet. C'était aussi l'objet de ma demande que j'ai formulée auprès du président de l'accord pour travailler sur le commerce. Et qui m'a dit qu'il était tout à fait prêt à y travailler. D'autres interventions, Jacques? Moi, j'aurais plutôt une remarque fonctionnelle sur le marché. Oui. Je pense qu'il serait bien qu'on mette en place quelque chose pour le structurer, ce marché, parce que les forains se posent un peu partout. Notamment, c'est dommage, le mercredi, la place de la République, maintenant la place de l'Europe, il y a 2 ou 3 forains maximum dessus, et il y en a un, tous les mercredis, il prend les 2 places handicapées. Il monte son banc sur les 2 places handicapées, qui sont sur cette ligne. Ce que je vais dire à François, je lui ai dit que ce serait quand même bien qu'il se groupe et qu'il laisse les places handicapées libres. Et mercredi passé aussi, on vient d'aménager les Saint-Sabour des places libres, avec des bétons désacrylés qui créent énormément les taches d'huile. Et mercredi, il y avait un forain qui avait monté son camion devant le monument de mort et qui avait installé son stand devant le monument de mort, alors que la place est vide. Je trouve que c'est un peu dommage. Les voitures sont garées le matin. Le Cotin, vous prendrez le mercredi matin pour aller sur le marché. Oui, mais il faut enlever les voitures. Avec le policier municipal. La place de l'Europe maintenant, normalement, elle est interdite aux stationnements. On fait respecter le règlement, c'est tout. Oui, mais alors pourquoi s'étonner qu'il y ait pas de forage sur le marché? On est au conseil municipal, on ne prend pas la parole n'importe comment, on ne va pas ouvrir un débat sur comment on positionne les forains sur le marché. Alain Cotin ira le prochain marché avec le policier municipal pour regarder comment on peut améliorer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Les gens ont pris l'habitude de se mettre sur la place de l'Europe parce qu'il n'y a plus de forains, mais normalement, la place, il y a toujours l'arrêté qui existe, comme quoi le stationnement est interdit le mercredi matin de 5h à 13h, si ma mémoire est bonne. Donc, sinon, il ne va pas y avoir de voiture. Mais les gens ont pris l'habitude de s'y mettre parce qu'il n'y a pas de forain. Tout simplement. Alain, tu regardes ça, s'il te plaît. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait le voir pour restructurer le marché. On passe au vote. Donc sur la création du marché estival, sachant qu'on a les avis favorables de la CCI et des commerçants, qui est contre, qui s'abstient.